Pour moi, d'abord d'assister à un symposium de médecins, ce que je n'ai jamais fait dans ma vie, je vous le dis franchement. Et alors j'ai été depuis ce matin extrêmement impressionnée par la qualité, j'ai envie de dire, non seulement intellectuelle, mais aussi la qualité morale de tout ce qui a été discuté depuis ce matin. Vous avez commencé avec des mots qui, je trouve, sont vraiment essentiels, d'évoquer dans ce monde médical où on pense que tout va très bien, où on pense qu'effectivement c'est le pouvoir médical, eh bien vous évoquez des questions de vulnérabilité, des questions de justice. Pour moi, c'est vraiment des points centraux. Et j'avoue que cette rencontre entre droit humain et santé, ici je vais faire un tout petit aspect seulement, est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus important et sur lequel on devrait pouvoir aller plus loin, engager des travaux, engager encore des activités dans ce domaine-là, parce que les points de rencontre sont tellement importants et tellement cruciaux. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'être ici et de découvrir vos préoccupations. Et j'avoue que le thème, le titre même de ce symposium est magnifique, patients et médecins en difficulté. Eh bien oui, il faut accepter que les personnes sont en difficulté, qu'elles soient médecins ou qu'elles soient patients. Et ici, ça sera plutôt de ce côté-là que je vais me tourner. Alors mon intervention sera limitée. Elle sera limitée, mais en même temps sur un thème que vous, les médecins, précisément le docteur Demey, sur le docteur Roland, ont évoqué tout à l'heure, sur ces questions aiguës des soins de santé concernant les étrangers, les migrants, les demandeurs d'asile, avec alors cette question aujourd'hui cruciale des autorisations de séjour pour raisons médicales. Donc je vais m'en tenir à ça. Je vais m'en tenir à ça, même si lorsque j'étais à la Cour européenne des droits de l'homme, il y a un autre thème, un autre point de rencontre en ce qui concerne la santé et les droits fondamentaux qui m'avait préoccupé, c'est toute la question des droits de santé en détention. Parce que voilà, avant d'être à la Cour des droits de l'homme, j'étais effectivement professeur à l'UCL dans le domaine du pénal et je trouvais que ces questions du pénal, de la détention et de la question des droits de santé étaient vraiment cruciales. Et alors ça, c'est un travail que j'ai fait pendant longtemps et que je voudrais pouvoir poursuivre. Et quand je vois les difficultés aujourd'hui que la question des étrangers et des migrants connaissent, même devant la Cour européenne des droits de l'homme, et je le dirai tout à l'heure, je me dis qu'ils ne devraient pas s'inspirer un peu de l'ouverture progressive et très importante des soins de santé en détention qui s'est réalisée pendant ces dernières années. Ça pourrait d'une certaine manière être non pas un modèle, mais une source d'inspiration. Donc voilà, je vais m'en tenir ici à cette question qui a été soulevée par les docteurs Demester et Roland sur la question des étrangers et des migrants. Pourquoi ? Parce que c'est la question cruciale du moment. C'est la question cruciale du moment et dans lequel je trouve que la situation des médecins est quasiment infernale. Elle est infernale et vous l'avez bien montré tout à l'heure. Elle vous entraînerait, si on continue la pratique telle que nous la connaissons actuellement, ça entraînerait le médecin vraiment à des cas de conscience et des conflits de conscience qui sont vraiment inadmissibles. Donc je trouve que cette question est vraiment centrale. Alors je vais le faire au départ des droits humains, bien entendu, puisque c'est la seule chose que je connais un petit peu. Et donc dans une première partie, je vais peut-être très brièvement dresser un peu le panorama de ces questions des droits humains, parce qu'on va parler de la Convention des droits de l'homme, c'est vrai, c'est celle-là que j'ai eu l'honneur de servir comme juge à la Cour pendant de nombreuses années, mais il n'y a pas que la Convention, il n'y a pas que la Cour, il y a tout un panorama de droits humains aujourd'hui sur lequel je crois qu'il faut simplement les situer, parce que pour les questions qui nous concernent aujourd'hui, les questions des santé des étrangers, des migrants, des demandeurs d'asile, il y a là toute une série de ressources à mobiliser. Alors, ça sera mon premier point. Le contexte, pour moi, c'est vraiment les droits humains comme autant de ressources à mobiliser. Je vais simplement les pointer parce qu'on n'a pas le temps ici d'entrer dans le détail, mais tout ça, ça pourrait être développé ultérieurement, voir un peu comment dans tous les instruments universels et régionaux de protection des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, je dirais au début de ce 21e siècle, il y a beaucoup d'instruments en matière de droits de l'homme. On ne se retrouve plus comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale où tout d'un coup, la Déclaration universelle des droits de l'homme était le premier texte qui affirmait des droits fondamentaux. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est le vide, c'est presque le trop-plein. On a toute une série de textes, mais qui ont des portées différentes, qui ont surtout des mécanismes de contrôle différents. Mais ces textes ne doivent pas être là simplement pour la décoration. Ces textes, il faut pouvoir les mobiliser, les utiliser au bon moment, comme autant de ressources pour faire valoir des arguments. Au niveau universel, bien sûr, c'est cette fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme, 48. Il y a quand même, dès 1948, des points centraux. Vous allez dire que c'est une évidence, mais cette évidence, on verra qu'il faudra la problématiser. Tout individu, quel qu'il soit, tout homme, toute femme, tout étranger, illégal, délinquant, pas délinquant, tout étranger, tout individu a droit à la vie. Nul ne peut être soumis à la torture, les traitements cruels
inhumains et dégradants, on y reviendra. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé. Les questions de santé dès 1948 sont présentes pour assurer sa santé, les soins médicaux, droit à la sécurité en cas de maladie et d'invalidité. Donc ce point est évidemment central dans la Déclaration universelle, mais la Déclaration universelle, c'est une déclaration. Il n'y a rien de contraignant dans la Déclaration universelle. Donc c'est des sources d'inspiration. Mais il faut bien se rappeler que ce sont des sources d'inspiration. Et ça concerne aujourd'hui l'universel, précisément. C'est aujourd'hui à peu près 200 pays dans le monde. Et puis, toujours au niveau universel, il y a ces pactes de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels et les droits civils et politiques. Et on voit que sur la question de la santé, là, il y a une évolution. Il y a une évolution, et moi, je dirais, quand je vois une évolution, je la prends à bras-le-corps, parce que je me dis, c'est à partir de là qu'on pourra aller plus loin. Et il y a cette disposition dans le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, un article 12 qu'on doit vraiment continuer à scruter, le droit de toute personne à bénéficier du standard le plus élevé possible de santé physique et mentale. Il y a donc maintenant la reconnaissance d'un droit à toute personne de bénéficier du plus haut standard possible. Qu'est-ce que ça veut dire, le plus haut standard possible? Point d'interrogation, évidemment, là on aura de l'interprétation à donner, aussi bien santé physique que santé mentale. Ce pacte sur les droits économiques et sociaux a pour se mettre en œuvre ou pour mettre en œuvre les questions de ces droits économiques, sociaux et culturels. Il n'y a pas une juridiction. La Cour des droits de l'homme, j'en parlerai dans un moment, c'est la seule juridiction, un tribunal pour mettre en œuvre ces droits. Au niveau du pacte, ce sont des comités. Mais ces comités jouent un rôle important. Et en Belgique, maintenant, nous avons un Belge qui est membre de ce comité, qui est Olivier de Scutter. Olivier de Scutter, qui est vraiment un grand génie en matière de droits fondamentaux, il est membre maintenant de ce comité de contrôle du pacte sur les droits économiques sociaux et culturels. Et quand je vois, par exemple, je prends une observation parce qu'il ne fronte pas des jugements, le pacte rend des observations. Il y a une observation sur la santé qui, je trouve, est une merveille et qui dit ceci: la santé est un droit fondamental de l'être humain, indispensable à l'exercice des autres droits de l'être humain. C'est une telle évidence. Sans le droit à la vie, sans le droit à la santé, comment voulez-vous bénéficier du droit à la liberté d'expression, du droit à la vie privée? C'est un droit qui subordonne la mise en œuvre, ou en tout cas la jouissance de tous les autres. Et donc cette observation du Comité des droits économiques et sociaux, maintenant au début de ce XXIe siècle, doit évidemment être prise au pied de la lettre. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé susceptible d'être atteint, lui permettant de vivre dans la dignité. Et voilà un point que l'on va devoir reprendre qui est vraiment essentiel. Les droits fondamentaux doivent permettre aux personnes, à travers toutes leurs modalités, de vivre dans la dignité. Et donc, cette observation, moi j'ai toujours tendance, que je vois ces textes, je n'aime pas les textes qui sont simplement là comme ça, comme des pures déclarations d'intention, ou bien qui créent des espèces d'illusions, de préoccupations abstraites. Lorsque, effectivement, un comité tel que celui-là, mandaté par les Nations Unies, affirme ça, eh bien, il faut prendre l'observation au sérieux et au pied de la lettre et en tirer tout ce que l'on peut en tirer. Alors voilà, au niveau universel, il y a quand même maintenant une reconnaissance au niveau d'un droit de la seconde génération, parce que le droit à la santé, c'est ce qu'on appelle un droit de la seconde génération. C'est plus un droit fondé sur la liberté, c'est un droit fondé sur l'égalité. Toute la difficulté, évidemment, des droits de la seconde génération, c'est d'en faire des droits justiciables que l'on puisse invoquer de manière obligatoire devant les tribunaux. Le droit à la santé n'y est pas encore tout à fait, ça c'est certain. Mais donc, il faudra progressivement travailler sur ce terrain-là. Au niveau régional, parce qu'appelons ça régional, eh bien, prenons uniquement le contexte européen. Le contexte européen, c'est un contexte régional. N'oubliez pas la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En 2000, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'est instituée. Une fois que le marché commun est devenu une union, et puis d'abord une communauté et puis une union, il était tout à fait compréhensible que l'Union européenne décide de se fonder sur une charte des droits fondamentaux. C'est un mécanisme tout à fait, je dirais pas logique, mais tout à fait à l'honneur de l'Union européenne, de se constituer en une union politique qui respecte les droits fondamentaux. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une disposition sur la santé, mais ça vous montre combien c'est difficile de faire en sorte que la santé devienne vraiment un droit fondamental justiciable. L'article 35 de la charte, et il faut aussi utiliser cette disposition et tâcher un peu de la squeezer, comme on disait tout à l'heure, vraiment de la pousser pour la faire sortir tout ce qu'elle a, parce qu'on dit le droit à la santé est reconnu, mais soumis, alors là c'est évidemment la restriction, aux législations et aux pratiques des États membres. Et ça pour moi c'est vexant comme tout, parce qu'on a vu cette charte se mettre en route, hein, c'est dans l'an 2000, ben voilà, moi j'étais plus une enfant, et dire, on a tous eu l'occasion de voir comment cette charte s'est mise en place. Et alors j'ai bien vu quel était le dilemme qui était là, on ne peut pas aller trop loin. En matière de droit
droits fondamentaux, c'est toujours l'argument « n'allons pas trop loin ». Qu'est-ce que ça veut dire ne pas aller trop loin en matière de droits de l'homme? Pour moi, ça ne veut rien dire. Mais il y avait évidemment des obstacles, il y avait évidemment des oppositions au sein de l'Union européenne de reconnaître comme un droit justiciable le droit à la santé, donc sous réserve de ce qui est admis dans les pays. Et si les pays aujourd'hui, on le voit bien, si certains pays veulent avoir une position minimale, eh bien, ça constituera alors un frein évident. Mais il ne faut pas se désespérer en matière de droits de l'homme, jamais, jamais, jamais. Les droits de l'homme ne sont jamais acquis. Il faut tout le temps, je dirais, tâcher d'en tirer quelque chose et surtout ne pas se décourager, ni surtout abandonner le combat, parce qu'on voit des limitations, c'est normal. Les droits fondamentaux secouent les individus, secouent les États, secouent les collectivités. Il ne faut pas croire qu'ils acceptent tout ça avec le sourire, pas du tout. Pas du tout, c'est toujours des choses sur lesquelles il faut insister. Au niveau de l'autre Europe, puisqu'il y a deux Europes, ça on le sait bien, il y a l'Europe de l'Union européenne, l'Europe du Conseil de l'Europe, l'Europe de la démocratie et des droits de l'homme, qu'on l'a bien rappelé aujourd'hui avec toutes les questions cruciales qui se posent en Pologne. L'Europe de la démocratie et des droits de l'homme, c'est le Conseil de l'Europe, et le Conseil de l'Europe, je dirais en son sein, à la Cour européenne des droits de l'homme, sur laquelle je viens dans un moment. Mais ce qui est intéressant aussi, et je dirais le docteur de Meester l'a évoqué tout à l'heure, au sein du Conseil de l'Europe, il y a des institutions, notamment l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Ce sont les parlements nationaux qui envoient leurs délégués à l'Assemblée parlementaire. Et cette Assemblée parlementaire, elle fait quand même quelque chose. Elle prononce des résolutions ou des recommandations. Qu'est-ce que c'est les résolutions ou les recommandations? Ce sont des recommandations aux États membres. Le Conseil de l'Europe, aujourd'hui, c'est 47 États membres, c'est toute l'Europe, sauf le Vatican, parce que ce n'est pas un État démocratique, on le sait, et la Biélorussie, parce que c'est une dictature, on le sait aussi. Donc, le Conseil de l'Europe, c'est toute l'Europe. C'est toute l'Europe, et ces recommandations sont évidemment essentielles. Il faudrait d'ailleurs un jour faire le travail pour voir quel a été l'effet de tout ça. Et dans le domaine de la santé, des migrants et des réfugiés et la lutte contre le sida, c'est le texte que le docteur de Meester a évoqué, 2014, l'Assemblée parlementaire, donc nos parlementaires aussi, il déclare que l'expulsion d'un migrant infecté du VIH reviendrait à le condamner à mort s'il apparaît clairement qu'il ne recevra pas les soins de santé et l'assistance nécessaires dans le pays vers lequel il est renvoyé. Et puis à partir de là, ces textes de l'Assemblée parlementaire, on devrait mieux les connaître pour mettre nos gouvernements devant leurs responsabilités, tout simplement et très poliment d'ailleurs, with due respect, comme on aime à le dire. Donc ce n'est pas du tout pour les forcer. Non, ici, ce sont tous les parlements qui sont réunis au sein du Conseil de l'Europe qui estiment que, il faut recommander aux États membres d'inclure dans le droit national la protection des étrangers gravement malades, en leur garantissant une protection contre l'expulsion lorsqu'aucun traitement adapté n'est disponible. Et donc, ces textes sont là, ce sont des recommandations à l'intention des États membres. Et lorsqu'on verra dans un moment, et je partage tout à fait l'analyse du docteur Demey, c'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme, et je le regrette profondément, ne va pas loin sur ce domaine-là, il faut insuffler ces recommandations du Conseil de l'Europe. Parce que la Convention des droits de l'homme, c'est un minimum et on peut toujours aller au-delà. Les États doivent aller au-delà. Et donc, là, pour moi, la vraie question, c'est bien sûr que la Cour change sa jurisprudence, mais aussi que les droits de l'homme soient davantage respectés dans les pays. Et donc, il faut utiliser d'autres documents et d'autres textes. Alors voilà, le niveau, si vous voulez, les droits humains au niveau universel, au niveau régional. Et puis, j'en arrive bien sûr à la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, la Convention européenne des droits de l'homme, c'est tout petit, c'est ça? C'est un tout petit texte, ce n'est pas 10 volumes du Code civil que personne ne lit, que personne ne comprend. J'aurais presque dû en apporter. Je vais vous l'offrir tout à l'heure. C'est tout petit, ce sont les droits civils et politiques, c'est tout. C'est 12 ou 13 articles, les droits fondés sur la liberté, c'est le droit à la vie, l'interdit de la torture, l'interdit de l'esclavage, la vie privée, la vie familiale, la liberté d'expression, le droit au mariage et l'interdiction de la discrimination. C'est vraiment le cœur des droits fondamentaux, les droits civils et politiques. Non, le droit à la santé n'y figure pas, parce que le droit à la santé est un droit de seconde génération. Mais, et c'est ça pour moi l'importance de l'interprétation, si un de ces droits civils et politiques, l'interdit de la torture ou le droit à la vie, est mis en péril par un défaut de soins, eh bien là, il y a un lien entre un droit fondé sur la liberté et un droit fondé sur l'égalité. Et donc la Cour va, et c'est ce qu'on a fait en matière de détention, bien sûr, il n'y a pas un droit à la santé en prison, mais il y a un droit reconnu par la Convention à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants en prison. Et si effectivement
les questions de santé en prison ne sont pas prises en charge. Et on a un nombre d'exemples à la Cour, mais qui est énorme, absolument énorme, et en ce qui concerne la Belgique d'ailleurs, notamment les malades mentaux. Les malades mentaux en prison qui sont mis non pas dans les annexes, dans les établissements de défense sociale, non pas dans les annexes psychiatriques, mais carrément en détention, et non seulement en détention, mais en isolement. Et effectivement, ce qui devait arriver est arrivé, ce jeune malade mental s'est suicidé, et la Belgique a été condamnée pour violation du droit à la vie. Alors on va dire, qu'est-ce que la Cour allait s'occuper des soins psychiatriques en détention? Ah oui, parce que si l'absence de soins entraîne une violation du droit à la vie, bien ça nous concerne. Ça nous concerne et c'est vraiment important. Alors cette convention, ça je l'ai déjà dit, elle s'applique à toute l'Europe, ce qui est à la fois sa force et sa faiblesse. Sa force, c'est que, effectivement, lorsqu'une décision est prise, lorsqu'un arrêt de la Cour est adopté, eh bien ça s'applique au fond à toute l'Europe, à ces 47 pays européens. Sa faiblesse, c'est toujours un peu le défaut de la qualité. La faiblesse, nécessairement, c'est qu'il faut trouver un accord avec tous ces différents pays. On le voit aujourd'hui avec l'Union européenne. On dit oui, l'ouverture de l'Union européenne aux pays d'Europe centrale et orientale crée quand même des problèmes. Ça a été la même chose en 98 et même avant au Conseil de l'Europe, lorsque le Conseil s'est ouvert à tous ces pays d'Europe centrale et orientale en disant il faut les intégrer dans le Conseil de l'Europe pour qu'ils apprennent la démocratie de l'intérieur. Mais ça pose certains problèmes. Ça pose aussi certains problèmes, pas simplement cette division Est-Ouest, mais aussi qu'il faut trouver un accord avec des pays qui ont des traditions différentes, des cultures différentes, des histoires différentes. Bien sûr, la grammaire, c'est la convention, mais l'interprétation de ces textes doit évidemment trouver un accord entre ces différents pays. Donc ça, c'est la force et la faiblesse. La force, c'est que quand effectivement un arrêt passe, eh bien, la difficulté, c'est qu'il faut arriver à un consensus. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il faut le répéter, la Convention, c'est un minimum. C'est un minimum, et il ne faut pas simplement prendre ça comme une petite coquetterie. Non, il y a une disposition de la Convention qui le dit, et dans notre domaine des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés, eh bien oui, c'est un minimum, parce qu'on voit qu'il y a certaines dispositions ou certaines juridictions en Belgique qui vont plus loin. Eh bien, tant mieux, c'est ça qu'il faut. Et c'est ça qui, j'avoue, me rend assez malheureux, je ne cache pas, de voir que parfois, dans certains cas, sur l'expulsion des migrants, notamment en raison de questions de santé tout à fait évidentes, que la Cour va en deçà, et ça n'a pas de sens. Les États doivent aller plus loin, mais la Cour ne peut pas aller en deçà, et j'espère, je le dirai dans un moment, qu'elle va changer, mais je ne suis plus là pour le faire. Donc voilà, je dirais, le premier point, c'était un peu ce panorama, avec comme simple objectif que vous voyez qu'il y a toute une série de choses, il y a toute une série d'instruments qu'il faut pouvoir bien mobiliser. Alors vous allez dire, est-ce que c'est notre rôle de médecin de faire tout ça? Oui et non. Votre rôle de médecin, pour moi, et c'est ce qui a été admirablement fait dans cette matière de l'expulsion et des demandeurs d'asile, vous montrez les problèmes et les juristes s'en emparent. Les juristes s'en emparent et c'est à eux, je dirais, vous voyez dans la salle, il y a des avocats, il y a Céline Verbroek qui dans ce domaine-là joue un rôle absolument capital. C'est les avocats qui doivent alors, en fonction de ce que vous montrez sur le terrain, eh bien, utiliser tout ça. C'est leur boulot, c'est à ça qu'ils ont été formés. Je ne dis pas que c'est à ça qu'ils sont payés parce qu'ils ne sont pas vraiment beaucoup payés pour ça. Donc le rôle de la Cour par rapport à la Convention des droits de l'homme, c'est une instance judiciaire supranationale qui juge la violation de ces droits fondamentaux. C'est un tribunal, la Cour, c'est un tribunal, c'est une juridiction, et donc on prend des arrêts. On prend des arrêts, c'est un individu contre un État. C'est XY contre la Belgique, la France, l'Italie. On juge les États, ce qui, en termes de droit international, est évidemment une révolution. C'est une révolution, et on sait, Dieu sait, si maintenant il y a des résistances à la Cour européenne des droits de l'homme, ça j'en suis bien consciente, en Angleterre, en Russie, parce que cette idée révolutionnaire en 1950, aujourd'hui on commence à dire, mais enfin quand même, la souveraineté des États, eh bien oui, la Cour européenne des droits de l'homme juge des États, pas en général, quant au respect des droits fondamentaux. C'est ça la garantie collective des droits fondamentaux en Europe. Et il faut pour moi s'y tenir, mais absolument. Si on abandonne cette garantie collective, on va se retrouver presque au XIXe siècle. Donc ça, c'est vraiment essentiel. On ne peut venir devant la Cour que lorsqu'on a épuisé les voies de recours internes. La Cour n'est pas là pour faire la justice à la place des États. Elle est un filet de sécurité. C'est un filet de sécurité parce que les droits fondamentaux, les droits de la Convention commencent au plan national. C'est ici que les droits fondamentaux doivent se mettre en place. La Cour, elle est un filet de sécurité et si elle ne doit plus intervenir, tant mieux, ça serait parfait. C'est vraiment un filet de sécurité, mais la réalité, c'est que les droits commencent et terminent ici, dans les pays. Et c'est ça qui, pour moi, est le point tout à fait central. Voilà, je dirais pour mon premier point. Alors maintenant, cette question d'expulsion des étrangers. Je ne suis pas une spécialiste de cette matière, pas du tout. Et donc, c'est à travers la Ligue des droits de l'homme, à travers les affaires qu'on a eues à la Cour, j'ai été amenée à entrer là-dedans, puisque je viens plutôt du pénal.
Mais cette situation aujourd'hui, elle est vraiment intolérable, disons-le, elle est intolérable. La situation en Belgique, le docteur Demestre l'a rappelé, donc vous la connaissez, c'est ce fameux article 9 ter de la loi de 1980 qui a été introduit en 2006 sous la pression de l'Europe, parce qu'au niveau de l'Europe, et je ne parle pas maintenant de l'Europe du Conseil de l'Europe, mais l'Europe de l'Union européenne, il y a évidemment des pressions pour introduire des dispositions respectueuses des droits fondamentaux. Et c'est pour ça que ce fameux article 9 ter, qui aujourd'hui fait l'objet de toutes les interprétations et toutes les difficultés, a été introduit sous la pression du droit européen, et tant mieux. L'étranger qui séjourne en Belgique, qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel, et voilà l'origine de toutes les difficultés. Qu'est-ce que c'est un risque réel? Je dirais en un mot, c'est dit. Qu'est-ce que c'est un risque réel? Qui entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique, de traitement inhumain ou dégradant, lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le royaume. Donc voilà, cette disposition, elle est là. Cette disposition, elle est là, mais elle a été adoptée en 2006. Évidemment, le droit, malheureusement ou heureusement, il bouge avec les évolutions sociopolitiques. 2012, le contexte a changé. Le contexte a évolué. La situation par rapport aux demandeurs d'asile, aux migrants, aux étrangers a évolué, ce que je pense pour moi est une régression historique capitale, essentielle, vraiment extrêmement préoccupante. 2012, on commence à dire tout compte fait, tout ça est exagéré, est-ce qu'on n'est pas trop laxiste? On voit très bien que la position par rapport à cette population des migrants commence à évoluer, et alors il y a cette malheureuse loi de 2012 qui alors se fonde sur ce caractère exceptionnel. Donc un risque réel, et puis on arrive à un caractère exceptionnel, et puis on introduit un filtre. Mais vous allez dire, ça c'est la démocratie. Ça c'est la démocratie, eh bien oui, il y a une position différente par rapport à ça, et dès lors il y a ce filtre médical, et avec le résultat que cet article 9 ter, oui, il faut être à peu près à l'agonie pour qu'il puisse être utilisé. Il faut être à peu près à l'agonie pour qu'il puisse être utilisé, et le curseur là, et c'est pour ça que les médecins sont dans une situation, je trouve, tellement difficile, c'est que le curseur, c'est précisément l'évaluation médicale que l'on demande aux médecins. Et quand je vois le docteur Demey sur la pratique qu'il a eue, le docteur Roland, quand j'entends d'autres exemples, évidemment, ces médecins sont dans une situation parfois intolérable, parce qu'ils vont discuter avec l'office. Le curseur, c'est bien l'appréciation médicale, mais on sent très bien que de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire, il y a d'autres préoccupations. Il y a d'autres préoccupations de limiter l'immigration, de ne pas être laxiste, toute question que l'on entend, mais là, il y a un véritable dilemme. Et je comprends alors très très bien que certains médecins, vous l'avez redit tout à l'heure, docteur McKill, c'est ça, j'étais vraiment impressionnée. C'est pour ça que pour moi, cette rencontre entre vous et puis je dirais les juristes, pour moi, elle est vraiment impressionnante. Vous l'avez bien dit que les médecins ne peuvent pas là être, le terme est dur que vous avez employé, mais il est juste, ils ne peuvent pas être collaborateurs. Ils ne peuvent pas être collaborateurs, mais c'est affreusement difficile. Alors ce livre blanc, voilà, on en a beaucoup parlé, je suis très contente qu'il soit là. On voit très bien dans ce livre blanc que oui, l'application de cet article 9 ter n'est pas toujours compatible avec la déontologie médicale, ça c'est certain. Il n'est pas toujours compatible avec la déontologie médicale. Alors, est-ce que la Cour des droits de l'homme va venir à leur secours? Eh bien non pour le moment, voilà, soyons clairs. Pour l'instant, la Cour européenne des droits de l'homme, l'intervention de la Cour, pour le moment, oui, pour moi, elle est problématique, je ne vous cache pas. Nous avons la grande chance à la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'un arrêt est pris, soit dans une chambre de 7 juges, soit dans une grande chambre de 17 juges, donc c'est toujours collectif. Quand vous avez parlé tout à l'heure du collectif pour les médecins, je fais une petite parenthèse, je n'imagine pas comment on peut juger sans être dans un collectif. Pour moi, ce serait impensable, parce qu'on est forcé, quand on est à 7 ou à 17, de sortir ses arguments, bien entendu, d'entendre les arguments des autres, de voir s'il y a un point d'accord, de se dire que ce qu'on dit n'est peut-être pas la vérité ultime, ce qui est quand même souvent le cas. Est-ce qu'il n'y a pas une vérité en face? Et donc, le fait de travailler en collectif, 7 ou 17, pour moi, est essentiel. Et je me dis comment les médecins pourraient travailler seuls. Ça, c'est une chose qui me paraît d'une difficulté extrême, parce que, je dirais, nous, notre rôle, c'est tenter de rendre la justice. Vous, c'est la vie. Et de faire ça seul, pour moi, c'est une... Enfin, j'ai vraiment de la peine à l'imaginer, ça. Donc, l'intervention de la Cour des droits de l'homme, elle va se fonder sur quoi? Sur quelques dispositions que l'on va trouver dans ce petit texte. Le droit à la vie, ça c'est clair. Le droit de toute personne à la vie, de toute personne. Donc évidemment les légaux et les illégaux, évidemment les malades mentaux et ceux qui ne le sont pas. Toute personne, le droit de toute... Évidemment les délinquants aussi, on dit toujours, est-ce qu'il faut accorder une telle bienveillance à des terroristes? Eh bien oui, bien entendu. Les droits fondamentaux, c'est pour tout le monde, parce que c'est la dignité de la personne humaine. Pointe à la ligne.
pointe à la ligne et il faut faire passer le message. Alors, la Convention, dans ce domaine-ci, la Cour va se fonder sur l'article 2, le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Ça, ce sont vraiment deux dispositions centrales de la Convention. C'est la vie d'un côté, la dignité de l'autre. Ce sont ce qu'on appelle des droits indérogeables. Ça veut dire, quel que soit l'état de guerre, quelle que soit la situation de crise d'un pays, c'est des droits qui ne souffrent aucune exception. Donc ces deux droits sont absolument essentiels, fondamentaux au sens où aucune exception n'est possible, aucune exception, et ça c'est prévu dans le texte. La Cour va aussi utiliser la vie privée et familiale dans certains cas, et l'absence de discrimination. L'absence de discrimination, c'est un droit coupole, si vous voulez. Lorsqu'on dit le droit à la vie, la torture, la vie privée, la liberté d'expression, eh bien tous ces droits ne peuvent pas être garantis, on ne peut accepter aucune discrimination dans la jouissance de ces droits. Donc c'est un droit qui couvre tout. C'est un droit qui couvre tout, le droit à l'absence de discrimination. La Cour va partir de là. Quelle est la question critique aujourd'hui, et particulièrement en ce qui concerne le traitement inhumain et dégradant? Et c'est là-dessus que pour moi une évolution devrait se faire progressivement. Mais vous savez, une évolution à la Cour des droits de l'homme, c'est une évolution lente. C'est une évolution lente, il ne faut pas croire comme ça que la Cour va changer du jour au lendemain. Et là, je vais peut-être un peu vous surprendre, mais je peux être d'accord avec ça. Un jugement, un arrêt, que ce soit un tribunal interne ou la Cour des droits de l'homme, doit quand même à un moment donné, vers un arrêt, le terme le dit, doit arrêter. Donc il faut arrêter le débat, il faut arrêter la discussion. Et puis il faut que la vie continue, parce que la vie continue sans le droit aussi quand même, il n'y a pas que le droit dans la vie. Mais cette question alors ici, c'est que la Cour va toujours utiliser dans cette question notamment de la torture et des traitements inhumains et dégradants, cette idée qu'il faut que ça atteigne un certain seuil de gravité. Un certain seuil de gravité, et ça c'est pour moi le ver dans le fruit, je ne vous le cache pas, et je parle à titre tout à fait personnel, hein, comme maintenant je ne suis plus à la Cour depuis 2-3 ans, voilà, je peux parler de manière tout à fait libre, et je n'engage que moi-même en disant ça. Mais cette question du seuil de gravité, c'est ça qui a vraiment mis le ver dans le fruit. Alors on dit, ben oui, l'interdit de la torture dépend d'un certain seuil de gravité, un fameux threshold, comme disent les Anglais, ça va dépendre de tout un ensemble de circonstances, l'âge, le sexe, la situation, mais la notion de seuil de gravité, c'est éminemment subjectif. C'est éminemment subjectif, la notion de seuil de gravité. Qu'est-ce qui est grave à vos yeux, qu'est-ce qui est grave à quelqu'un d'autre? Et quand vous voyez toute la jurisprudence de la Cour, c'est extrêmement difficile de mettre un curseur précis sur ce que c'est le seuil de gravité. Et dès lors, la situation économique, sociale, politique, parce que la Cour ne fonctionne pas dans le vide, elle fonctionne aussi dans un environnement social et politique, l'ensemble des préoccupations qui existent vont évidemment jouer sur l'appréciation de seuil de gravité. Alors, que dit la Cour de manière générale s'agissant de l'interdit de la torture, des traitements inhumains et dégradants? Parce que pour le droit à la vie, le texte est plus net. L'expulsion d'un demandeur d'asile peut engager la responsabilité de l'État. Donc vous voyez que le texte, évidemment, est lourd, et c'est bien pour ça que les États sont extrêmement attentifs. C'est que l'expulsion va engager la responsabilité de l'État. La responsabilité de l'État qui devra corriger la situation et la réparer, et devra modifier sa législation. Donc un arrêt de la Cour, lorsqu'il constate la violation d'un droit de la Convention, engage la responsabilité de l'État et de l'État fédéral. Elle peut engager la responsabilité de l'État lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que la personne risque d'être soumise à un traitement inhumain et dégradant. Et alors, on a vu à travers la mise en œuvre de cette question, il faut voir effectivement, est-ce qu'il y a quelle est la situation? Est-ce que la personne peut être expulsée? Est-ce que son état physique permet l'expulsion? Est-ce qu'il y a une possibilité d'obtenir les soins dans le pays où on va la renvoyer? Alors c'est la question de l'accessibilité économique, de l'accessibilité de l'information, de l'accessibilité physique. Tout ça va devoir évidemment être analysé de plus près pour voir s'il y a des raisons sérieuses de croire que si on la renvoie. Et donc, cette manière dont la Cour va interpréter ça, dans le domaine qui est le nôtre, je ne le cache pas et je suis entièrement d'accord et je n'en suis pas du tout vexée. Oui, parce que j'ai oublié tout à l'heure, je n'ai pas été au bout de ma phrase. Le problème, enfin, la chose qui est bien à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que si on n'est pas d'accord avec la majorité, quand c'est une chambre de 7, ben, si on est dans les 3, quand c'est une chambre de 17, si on est dans la minorité, on peut écrire une opinion dissidente. Et ça, je trouve, non seulement c'est bien parce que ça vous permet d'exprimer vos arguments si vous n'êtes pas suivi, mais ça permet aussi aux requérants de dire, tiens, je ne suis pas seul au monde à penser que. Ça leur donne aussi, je dirais, un petit peu
pas de consolation, c'est pas ça, mais il dit tiens voilà, je ne suis quand même pas tout à fait de mon genre à penser ça. Et puis en même temps, ils vont toujours espérer qu'à partir de là, ça pourrait faire évoluer les choses. Mais faire évoluer les choses, comme je disais tout à l'heure, ça se fait lentement. Ça se fait lentement, pourquoi? Parce qu'un arrêt arrête et que la sécurité juridique, c'est aussi une valeur dont on doit tenir compte. C'est pour ça que l'évolution est une évolution lente. Et donc là-dessus, je peux être d'accord. Il ne faut pas accepter une évolution comme ça, parce que là, alors, on porte vraiment atteinte à la sécurité juridique, et ça, c'est pas possible non plus. Donc il faut trouver un équilibre entre faire évoluer la jurisprudence et en même temps ne pas porter atteinte à la sécurité juridique, donc venir au bon moment pour faire bouger les choses. Alors c'est vrai que dans notre domaine, et je ne vais pas reprendre ce que le docteur Demise aura très bien expliqué, la jurisprudence en matière d'expulsion, notamment de personnes atteintes du sida, est mauvaise, à mon humble avis. Elle est mauvaise et donc j'ai fait une opinion dissidente et j'espère bien qu'un jour, elle va permettre une évolution. Elle est mauvaise parce que la Cour se focalise sur la question des circonstances très exceptionnelles. Elle a un ancien arrêt de 97, des circonstances très exceptionnelles. Et dès lors, à partir de ces circonstances très exceptionnelles, et quand je voyais tout à l'heure dans les dias du docteur de Meester, je connaissais évidemment ces affirmations de la Cour, mais lorsque je les vois comme ça, ici, gentiment assises dans le fauteuil, dans ce bel auditorium, en disant ça n'a pas atteint un seuil de gravité suffisant pour entrer dans le champ d'application de l'article 3, et dans l'affaire Rennes, la femme était mourante. Alors je me dis, mais comment est-ce qu'on a osé dire des choses pareilles, quoi? Comment est-ce qu'on a osé dire des choses pareilles, que ça n'atteint pas le seuil de gravité pour entrer? Si cette femme ougandaise de l'affaire N, effectivement, qui était diagnostiquée sida sur tuberculose, enfin tout ce que l'on a vu dans un moment, et que la Cour a simplement dit, ben voilà, il y a l'impact économique possible, et ça c'est aujourd'hui la question cruciale, c'est que par rapport à ces questions-là, on voit très bien, même si ce n'est pas dit expressis verbis, que c'est la question de l'impact économique, et alors ce fantasme, ce qu'il y aura une immigration médicale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut un jour vraiment travailler à fond. Des chercheurs l'ont déjà fait. Je suis quant à moi intimement persuadée que ce risque d'invasion médicale n'existe pas, que l'exil et l'asile est une souffrance, ce n'est pas quelque chose que l'on fait comme ça, qu'il y a bien sûr marginalement certains qui peuvent demander l'asile pour ça. L'idée d'une invasion médicale, ça me semble vraiment sociologiquement contraire à la réalité. Alors, que faire avec cette jurisprudence qui est contraire et qui s'est poursuivie, d'ailleurs, qui s'est poursuivie? D'abord, ça me préoccupe parce que la jurisprudence de la Cour va en deçà de ce que le Conseil d'État en Belgique accepte, et ça je trouve que ce n'est pas acceptable, mais dès lors il faut pousser la jurisprudence du Conseil d'État, mais d'autre part il faut voir aussi dans quelle mesure il n'y aurait pas une évolution à mettre en place. Est-ce qu'il n'y aurait pas une évolution à mettre en place? Et je commence à la voir. C'est pour ça que j'avoue que je commence à penser que la Cour pourrait progressivement évoluer. Elle pourrait évoluer parce que de tous côtés, elle voit très bien. Et alors, le rôle justement d'organes tels que celui-ci est important. Vous devez faire valoir le fait que cette jurisprudence n'est pas acceptable. Il faut le dire, il faut l'écrire. Et donc, des réunions comme celle-ci, pour moi, sont vraiment importantes. S'il y a, eh bien, on montre que là, ça pose problème. Il faut le dire, la Cour n'est pas insensible non plus à ce que, je dirais, à l'intervention d'acteurs sociaux comme vous, le Conseil de l'Ordre des médecins, quand même un acteur social essentiel dans ce domaine-là. Et donc, ces perspectives doivent être mises en place. Moi, je vois quand même des évolutions parce que je vois que d'abord, lorsqu'il s'agit, ça c'est quand même étonnant, lorsqu'il s'agit de personnes atteintes de graves troubles mentaux et que l'on expulse ou pour lequel il y a une extradition qui est demandée par exemple aux États-Unis, là la Cour est beaucoup plus ouverte. Donc lorsqu'il s'agit d'extrader un malade mental, notamment aux États-Unis, et on a une affaire en ce sens, où il était bien clair qu'il n'aurait absolument pas des conditions de détention susceptibles de rencontrer son état, là la Cour a estimé que ça rentrait dans le seuil de gravité. Une affaire contre la Belgique toute récente, Bouid contre Belgique. Un jeune gars, deux jeunes types qui se sont fait gifler par la police. Eh bien, c'est vrai, c'est inadmissible. Et la Cour a estimé, en faisant tout un débat autour de la dignité humaine, c'est pour ça, moi, je pense que la dignité, c'est un des points que l'on doit prendre pour faire évoluer cette jurisprudence. La Cour a estimé, a condamné la Belgique parce que ces policiers avaient giflé ces deux gars, parce que la dignité humaine était atteinte. Alors, si la dignité humaine est atteinte par deux gifles, ce que j'accepte tout à fait, alors c'est impossible de venir dire que lorsqu'il y a un pronostic vital engagé, parce que sur place, il n'y aura pas l'accès aux soins, que ça ne rentre pas dans le seuil de gravité. On voit là qu'il y a une disparité pas possible. Et alors, je pense que, quant à moi, qu'il faut remplacer ce seuil de gravité, il faut changer ça. Et le juge belge actuel, selon les bonnes évolutions en Belgique, après une juge francophone, ça sera un homme flamand, qui est Paul Lemens, qui est très très bien. Et je vois bien qu'il commence à être attentif à cette question-là. Et pourtant, il vient du Conseil d'État, donc ça c'est important. Il faut
abandonner cette idée de seuil de gravité. Elle est complètement subjective, on n'arrivera jamais à rien avec ça. Et alors, c'est vous qui me donnez un peu d'idée, c'est remplacer ce seuil de gravité par la notion de vulnérabilité que vous avez bien développée, docteur Rolland. Et la notion de vulnérabilité, pour moi, c'est vraiment une notion intéressante. C'est vraiment une notion intéressante. On n'est pas vulnérable en soi. C'est un concept interactionniste, la vulnérabilité. On est vulnérable devant les soins de santé, devant la justice, devant la culture. On est vulnérable par rapport aux institutions. On est vulnérable par rapport aux institutions, par rapport auxquelles on n'a pas de maîtrise. C'est ça pour moi le concept de vulnérabilité. Et je me demande si là, est-ce qu'il n'y aura pas une évolution à prendre précisément. Et je vois que ça commence à venir. Ça commence à venir, mais il faut jeter l'idée et la faire percoler. Effectivement, les demandeurs d'asile, de par leur statut, de par leur situation, sont dans une position de vulnérabilité devant la maladie, la santé, et dès lors, ça requiert une protection spéciale. Et sans du tout rêver en couleur, je me demande s'il n'y a pas là une évolution. Vous avez, j'en terminerai par là, parce qu'il faut qu'on ait le temps pour discuter, vous avez terminé votre intervention, docteur Demey, et ça m'a vraiment intéressé, en disant qu'on utiliserait beaucoup mieux nos ressources si on respectait mieux les droits des étrangers. Et ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et alors, je me dis, c'est là que je vais mettre un texte de l'Agence des droits fondamentaux que j'aime beaucoup, mais que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, voilà, je vais vous répéter, parce que vous savez qu'il y a une Agence des droits fondamentaux pour l'Union européenne, puisque l'Union européenne, elle s'occupe aussi des droits fondamentaux. Il y a une Agence des droits fondamentaux à Vienne, où justement, j'ai le plaisir de faire partie du comité scientifique. Et alors, on a reçu ce fameux document sur le prix de l'exclusion des soins de santé pour les migrants en situation irrégulière. Alors, ce texte que j'avais lu et travaillé et rapporté d'ailleurs pour être sûr qu'il soit bien publié, est un texte que je trouve assez extraordinaire. Parce que c'est vous qui l'avez évoqué tout à l'heure et j'étais vraiment très, très, très contente. Je vais m'empresser de le dire là-bas que c'est utilisé par vous. C'est vraiment une recherche qui, au début, paraît tellement évidente. On dit que si, effectivement, qui concerne l'hypertension et les soins prénataux, post-périnatales, sont mis en place pour les étrangers en situation irrégulière, eh bien, en définitive, ça coûtera moins. Donc, l'argument économique est toujours l'argument massu, et bien là, alors moi, pas du tout une spécialiste, je me dis, ça tombe sous le sens. C'est évident que si on intervient avant, ça coûtera moins après. Ça, je le savais toute seule. Mais ici, ils ont fait toute une recherche avec des modèles économiques. Avec des modèles économiques pour prouver noir sur blanc, c'est exactement ce que vous avez dit, qu'en définitive, ça coûtera beaucoup moins cher. Donc ce fameux argument économique qui pervertit tout, eh bien, une petite recherche comme celle-là, toute simple, sur 2 questions, mais qui peuvent évidemment être multipliées, se développe. Donc j'étais très très contente que vous en parliez, parce que j'aime beaucoup cette étude. C'est vraiment la bonne utilisation, si vous voulez, d'une approche scientifique avec des modèles économiques, tout ça fait hyper sérieux, bien entendu, pour dire, tout compte fait, ça coûtera beaucoup moins. Mais même si ça coûtait plus, il faudrait quand même respecter le droit à la santé, ça je le pense. Alors 2 mots de conclusion, voilà, on est un peu à un carrefour, ça c'est clair. On est à un carrefour, on est à une situation difficile, il faut utiliser toutes les ressources, il faut surtout poursuivre l'analyse, se dire que les choses changent, les choses évoluent, on est peut-être dans une situation de difficulté maintenant par rapport aux droits fondamentaux, je le comprends, il faut l'entendre aussi, mais il faut quand même rester, je dirais, fidèle ou résistant par rapport à ces questions qui touchent tout simplement à la dignité humaine. Donc voilà, moi je me dis qu'on est dans une situation difficile quand je vois des journées comme ici et des gens qui travaillent ces questions-là, mais ça me rend plutôt pas optimiste, parce qu'on n'est pas optimiste en matière de droits de l'homme, ni pessimiste. Je me dis, voilà, il y a des choses qui peuvent bouger, il y a des choses qui peuvent évoluer, un symposium comme celui-ci, certainement. Voilà, Monsieur le Président, pardonnez-moi d'avoir été un peu longue, mais voilà tout ce que je voulais dire sur cette question qui est vraiment passionnante, quoi.